Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre émission dédiée aux maladies qui touchent l'ensemble des organes qui constituent l'appareil gastro-intestinal. Comment fonctionne donc le tractus gastro-intestinal? Sa principale fonction consiste à décomposer les nutriments absorbés avec l'alimentation et les transférer à l'organisme à des fins d'assimilation. Notre système digestif est une machine complexe, composée de plusieurs organes intervenant les uns après les autres. Il commence par la cavité buccale et se termine par l'anus. Mais notre tractus gastro-intestinal peut quelquefois sortir de ses rails. Aujourd'hui encore, des problèmes gastro-intestinaux comptent parmi les maladies les plus fréquemment rencontrées. Elles sont aussi diverses que ses composantes sont multiples. Les troubles les plus fréquents sont néanmoins la colopathie fonctionnelle, les hépatites virales et la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Nous allons ensemble les étudier dans cette deuxième partie de l'émission Carrefour, toujours avec notre invité, le médecin capitaine Benjamin Kokolo, hépato-gastro-entérologue, chef de service médecine à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo de Brazzaville. Docteur, parlez-nous un peu de la colopathie fonctionnelle. C'est quoi la colopathie fonctionnelle? Bon, c'est une maladie de l'intestin, du gros intestin, au cours de laquelle comment je vais prendre ça le plus simplement possible, où le fonctionnement de l'intestin est perturbé. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'intestin ne se fait plus comme il se faisait avant. Donc il y a soit une lenteur, soit une hyperactivation, soit un ralentissement du fonctionnement du gros intestin. Voilà. Et quels sont les symptômes? Les symptômes, ce sont des douleurs. C'est-à-dire qu'on a mal, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la colopathie, c'est on a des douleurs. À quel niveau? Dans tout le ventre, on a mal au ventre. On a des douleurs, on a des ballonnements. On sent comme si le ventre est serré. On a des flatulences, on fait des gaz, on empêche. D'autres font encore même des renvois par la bouche, ce qu'on appelle des éructations. Tout ça, ça fait partie. Et comme je dis, il y a un trouble de la progression. On est souvent constipé, voilà, ça fait partie. Mais d'autres encore peuvent même présenter des diarrhées. Et tout ça sont des signes de la colopathie fonctionnelle. Et on est constipé, on est dérangé du fait qu'on a des digestions difficiles. Quand on a mangé juste un tout petit peu, on sent qu'on est ballonné, on n'est pas à l'aise. Et on ne peut pas faire les selles comme il se doit, vous voyez. Donc, parlons un peu des causes alors. Qu'est-ce qui peut déclencher une colopathie fonctionnelle? Ce qui peut déclencher une colopathie, c'est quoi les causes? C'est comme on le dit. Bon, vous savez que le côlon, il fonctionne. Il reçoit des influx également, il reçoit des stimulations qui viennent parfois du cerveau et qui donnent un dynamisme. Ça peut être le stress, par exemple. Le stress peut être un facteur, juste. Un facteur. Le stress, c'est un facteur. L'alimentation aussi, c'est un facteur, juste. C'est un facteur. Mais sinon, le problème, c'est l'hyperactivité du côlon, ou bien la baisse de l'activité du côlon. C'est-à-dire que l'activité au niveau du côlon peut se faire de façon accélérée, tout comme de façon ralentie. Voilà. Et il y a parfois des alternances. Ça peut s'accélérer, tout comme ça peut se ralentir. Donc, le patient va ressentir des douleurs. Tout ça, la conséquence, c'est la douleur. Voilà, les conséquences, c'est la douleur. D'autres encore, c'est la constipation, des ballonnements. Quand il y a une accélération, par exemple, du transit, vous voyez que ce patient aura des flatulences, mais il pourra faire aussi une petite diarrhée. 2 ou 3 selles, comme ça. Il peut faire 2 ou 3 selles. Mais d'autres encore rentrant dans une constipation. C'est-à-dire là, dans ce cas, le côlon est ralenti. Voilà. Donc c'est un problème de stimulation du côlon. C'est pour ça qu'on dit trouble fonctionnel. C'est juste dans la stimulation du côlon que se pose le problème. Voilà. Pour ne pas tomber dedans, comment prévenir tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on commence toujours par le régime. Vous savez que nous, les gastro, c'est d'abord le régime. Il faut que le patient ait un régime qui lui permet de bien faire, de bien digérer. C'est-à-dire que tout commence par la mastication. La mastication. Il faut bien mâcher ses aliments, il faut bien les avaler et boire suffisamment de l'eau. Il faut
disposer de tout son temps pour digérer ce qu'on vient de consommer et pour que le côlon, l'estomac d'abord fasse un grand travail, hein, d'écraser ces aliments, ensuite avant que ces aliments aillent au niveau de l'intestin, pour que l'intestin n'ait pas aussi un grand travail à faire. Voilà. Mais si tout ce trajet, depuis donc la bouche et jusqu'au niveau de l'intestin, tout est bâclé, alors l'intestin aura du mal. Surtout qu'il a déjà des problèmes de stimulation, de fonctionnement. Oui. Donc il faut prendre le temps de bien mâcher, surtout la viande, il faut bien la mâcher avant de l'avaler. Voilà, qu'elle soit bien cuite, c'est ça. Sinon, pour éviter des troubles de digestion. D'accord. Voilà. Il faut une bonne alimentation, beaucoup d'eau, il faut boire suffisamment, au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut consommer les légumes, tout ça, ça fait partie d'une bonne digestion. Et ça évite de donner un travail excessif au côlon. Il y a des prédispositions génétiques aussi à la colopathie fonctionnelle? Ça, je sais. À mon humble avis, je ne sais pas démontrer. Hein. C'est pas démontré, mais on en parle, mais c'est pas démontré. On en parle alors? Oui, on en parle, mais c'est pas vraiment prouvé. Ouais. C'est pas prouvé. Donc vous n'avez jamais vu des familles où tout le monde est colopathe, du père au fils non. Parlez-nous de l'hépatite virale. C'est quoi l'hépatite virale? L'hépatite virale, c'est une infection du foie par les virus. Oui. Par les virus. Il y a des virus spécifiques qui sont responsables de l'inflammation au niveau du foie et qui caractérisent donc l'hépatite virale. On en distingue plusieurs types. Vous avez l'hépatite A, vous avez l'hépatite B, vous avez l'hépatite C, le D, le E, le F, le G, le H. Donc il y a plusieurs types de virus. Ce sont ces virus qui donnent, qui expliquent la maladie. Et ça se manifeste comment? Au niveau de l'organisme? Quels sont les signes? Au niveau de l'organisme, on peut porter le virus. Il faut distinguer deux groupes. Il y a ceux qui ont un portage asymptomatique, c'est-à-dire que vous avez le virus dans le sang, qui circule, mais pour lequel il n'y a pas encore de manifestation. Il n'y a rien. Voilà, c'est ce qu'on appelle des porteurs asymptomatiques du virus. Il a le virus dans le sang, mais dès qu'il va faire un dépistage, on constate qu'il a le virus de l'hépatite B ou C, par exemple. Voilà, ça c'est déjà une forme où on porte asymptomatiquement. Et là, on a la possibilité même de distribuer aux autres partenaires le virus. Vous ne développez pas la maladie, vous transmettez. Vous pouvez transmettre. Vous pouvez transmettre. Voilà. Vous transmettez. Oui. Là, voilà. Vous êtes un porteur sain, mais vous donnez. Vous donnez. Au cours des rapports sexuels, vous pouvez donner le virus à votre partenaire. Oui. C'est comme ça. Mais alors, il y a d'autres. Maintenant, la deuxième, où il y a des manifestations. Ce qu'on appelle l'hépatite virale aiguë. Voilà. Il y a une première phase, l'hépatite virale aiguë. Et cette phase est caractérisée, surtout, ce qui permet de la reconnaître, c'est par... au début, vous avez des signes. Si on prend une hépatite A ou hépatite B, vous avez des signes de la première phase, comme nous le disons, des signes préictériques où le patient a une grande fatigue, il a un peu de fièvre, il a des courbatures, il a une anorexie, c'est-à-dire le manque d'appétit. Voilà, il y a un ensemble de signes qui apparaissent d'abord et suivi quelques temps après d'une jaunisse, des yeux, ce qu'on appelle l'ictère. Et donc les yeux deviennent jaunes. Voilà. Et à partir de là, c'est même la phase, comme on appelle la phase ictérique, où on reconnaît, ah tiens, ce patient est en train de faire une hépatite. Oui, qu'on voit les yeux pour nous, jaunes, les profanes, on dit qu'il a la fièvre jaune. La fièvre jaune, voilà. Oui, la fièvre jaune. C'est une autre maladie aussi. Oui, mais comment distinguer tout ça? Mais c'est par les examens. C'est au laboratoire qu'on peut faire la différence, le diagnostic différentiel entre une hépatite virale et une fièvre jaune. Oui, ça veut dire qu'il faut voir le médecin. Faut voir le médecin. Et on voit qui alors? On voit les gastro toujours? On doit les hépatogastroentérologues.
Voilà. Voilà. On voit le gastro. Hein. On voit le gastro. On ne va pas voir, on ne prend pas les tisanes comme ça à non, l'emporte-pièce. non. Là encore, c'est même contre-indiqué de prendre les tisanes parce que vous savez que les tisanes, c'est des produits pour lesquels on ne maîtrise pas la composition et qui souvent passent au niveau du foie et qui aggravent, sinon altèrent encore le Oui, parce que c'est le foie, c'est le filtre. Voilà. C'est un filtre. C'est un filtre de l'organisme. Ah, oui, oui, donc il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Non, non, il ne faut même pas. Oui. Et c'est quoi la différence entre l'hépatite B, enfin A, B, C, ça va jusqu'à E? C'est quoi la différence? Essayez de nous expliquer tout ça, parce que moi, j'ai pas... Non, la différence, c'est beaucoup plus dans les manifestations. Peut-être pas dans les manifestations, mais dans les formes des virus qui sont identifiés. Oui. Au niveau de laboratoire, on identifie plusieurs types de virus. Et quand on essaie de regarder les tableaux, donc les manifestations qu'ils donnent, les manifestations sont presque identiques. Excepté un peu l'hépatite A et l'hépatite E, comme nous disons que ce sont des hépatites orofécales et qui se manifestent par des diarrhées, des vomissements très souvent, mais ils donnent un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, un ictère qui apparaît toujours. Donc, en fait, quand on regarde, tous les virus ont presque les mêmes manifestations. Voilà, ont les mêmes manifestations. Oui, mais comment vous arrivez à distinguer tout ça? Ça, c'est maintenant le dépistage au niveau du laboratoire. Qui vous dira que non, ces signes que présente le patient, ouais. C'est au virus A ou virus A. Voilà. Oui. Et donc, selon le virus, et chaque virus correspond à un traitement. Voilà, c'est comme ça. Alors, parlez-nous de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. En fait, c'est juste une plaie voilà. creusante au niveau de la muqueuse gastrique, donc la muqueuse de l'estomac. Parce qu'il faut dire l'estomac a trois grandes parties. Sinon, bon, on peut simplifier en disant deux. Hein. Donc, la partie gastrique et la partie duodénale. Donc, vous avez des ulcères qui apparaissent sur la muqueuse gastrique. En fait, c'est juste une plaie qui est creusante, qui est profonde, qui laisse une perte de substance au sein de la muqueuse gastrique, ou bien au niveau de la muqueuse duodénale. Et c'est ça qu'on appelle l'ulcère. Voilà. En fait, c'est une plaie. Oui, c'est une plaie. C'est une plaie, simplement. Cette plaie peut se manifester par une douleur ou encore par un saignement au cours de laquelle, lorsqu'on fera l'examen endoscopique, comme nous disons la fibroscopie, en faisant la fibroscopie, on peut mettre en évidence cette plaie, qui est une lésion de l'estomac. Et c'est dû à quoi ça, docteur? C'est les facteurs d'agression sur ce que nous consommons. C'est toujours l'alimentation, oui. ça. Ça vient de l'alimentation, ça vient des médicaments que nous consommons, oui. Voilà. Surtout les anti-inflammatoires. C'est déconseillé. C'est vraiment déconseillé quand on a... Les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont déconseillés. Voilà. Tous les anti-inflammatoires ou certains anti-inflammatoires? Bon, on peut dire parce que tous les anti-inflammatoires, surtout lorsqu'on on est prédisposé, lorsqu'on a une muqueuse qui est fragile, lorsqu'on en a déjà souffert, vous voyez que c'est mieux de mettre tous les anti-inflammatoires. Il faut écarter. Faut pas en abuser, c'est dangereux. Voilà, c'est ça. On peut les prendre pour des cures courtes, hein, donc des traitements de 5 jours maximum, et puis on arrête, mais toujours sous protection d'un médicament, donc les IPP, les anti-H2, donc les médicaments qui protègent, qui font cicatriser les lésions sur la muqueuse. Bien, ici nous sommes dans la salle d'endoscopie digestive, donc l'unité d'endoscopie, la salle où nous réalisons des examens fibroscopiques aux patients. Donc tous ceux qui ont des problèmes d'ulcère duodénal ou d'ulcère gastrique ou de problèmes œsophagiens, c'est dans cette salle que nous le faisons également. Nous pratiquons ici aussi des examens concernant la recherche de la pathologie hémorroïdaire. Mais à l'instant là, nous avons une dame à qui nous allons faire une fibroscopie œso-gastro-duodénale, donc la fibroscopie haute. Nous allons expliquer à la patiente l'acte à réaliser. Voilà, elle doit mordre la bague. Ça sert au passage et pour protéger également le fibroscope, que ça ne soit pas mâché par les dents de la patiente. Et nous allons introduire notre fibroscope en l'expliquant qu'elle doit respirer par le nez
Et au niveau de la bouche, il y aura la salive qui va couler. Et ensuite, nous allons rentrer progressivement pour faire notre examen. Voilà. Nous allons descendre progressivement jusqu'à atteindre l'œsophage, l'estomac et ensuite le duodénum pour terminer notre examen au niveau du duodénum et ressortir calmement. On est déjà dedans. Voilà. Je progresse sous contrôle de la vue. Et respire maman, respire calmement. Respire, je vois, je suis dans l'œsophage. Je vois que la muqueuse est pâle. Elle est rose pâle, elle est normale. Je suis presque à l'entrée du cardia. Je suis dans la cavité gastrique maintenant. Je descends, je vais. La muqueuse gastrique aussi est normale. Je ne trouve pas des traces de sang. Voilà. Maman, respire. Mais je trouve que, bon, je suis presque déjà dans la cavité gastrique. Il y a un lac qui est clair. Malheureusement, maman ne supporte pas bien l'examen. Voilà. Ok. Voilà. Je peux progresser. Voilà. Je progresse. Voilà. Je suis à l'entrée du pylore. Voilà. Ok. Il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de lésions cancéreuses. Voilà. Ok. Il y a un reflux bilio-digestif qui revient vers le bulbe à l'entrée du pylore. Ok. Voilà. Donc, voilà. Maman tossile ici. Je peux ressortir calmement. Voilà. Tant que je redresse un peu. C'est pas grave. Voilà. C'est bon. Remets la barre. Je ressors. Voilà. Je ressors. Voilà terminé l'examen, la fibroscopie digestive chez notre patiente. Voilà. Docteur, à propos des maladies ulcéreuses, nous allons découvrir avec vous, dans le document qui va suivre, un mauvais exemple. En tout cas, ce qu'il faut éviter de faire dans ces cas-là. Suivant. J'ai l'impression d'avoir le feu à l'intérieur. Et lorsque les crises sont vraiment énormes, alors là, je vais un peu imager, j'ai vraiment l'impression qu'on creuse à la petite cuillère à l'intérieur. Lina, 52 ans, souffre d'un ulcère depuis plus de 30 ans. Des douleurs insupportables qu'elle soulage comme elle peut lors de crises aiguës et fréquentes. Je suis très mal, il faut que j'attende que ça se passe et je mange. Alors les choses bien grasses, chocolat, saucisson, le tout mélangé, ça n'a plus d'importance. Mais ça cale, ça comprime bien tout ça et ça arrive effectivement à faire tampon. Intervention chirurgicale, traitement médicamenteux, rien n'y a fait. Lina en a pris son parti, elle a décidé d'apprendre à vivre avec son mal. Je prends un petit cachet tous les jours et quand ça va très mal, j'en prends 2 par jour. En fait, je gère un petit peu, je fais de l'automédication, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux aujourd'hui pour arriver à me soulager, puisque on n'arrive pas à trouver la solution à mon problème. J'avoue que je suis quand même inquiète quant aux conséquences que ça peut avoir sur du très long terme, je ne sais pas. Peut-être est-ce que cela peut dégénérer. Je ne suis quand même pas tranquille, je l'avoue. Docteur, parlez-nous des brûlures d'estomac. Bon, les brûlures également, c'est... C'est dû à quoi ça, les brûlures d'estomac? Les brûlures sont liées, comme on vient de le dire, le facteur aliment est déjà en tête parce que c'est ce que nous apportons qui est acide et qui brûle. Il y a aussi l'acidité même propre de l'estomac parce que vous savez que dans le produit de l'acide, l'estomac. Voilà, dans l'estomac, nous avons l'acide chlorhydrique, la pepsine, il y a des enzymes qui sont là, qui sont là pour écraser les aliments, pour faciliter la digestion. Et ce sont ces acides-là qui aussi brûlent, qui brûlent la muqueuse de l'estomac. Mais ça brûle comment? Expliquez-moi. Par l'acidité. Oui. Voilà. Par l'acidité du liquide contenu dans l'estomac. Tout ce que nous avons consommé sera donc métabolisé au niveau de l'estomac et il va se créer donc une réaction inflammatoire liée aux acidités qui sont dans la cavité de l'estomac.
Oui. Et donc c'est ça. Et lorsqu'elle est importante, elle va maintenant contre les facteurs de protection qui couvrent la muqueuse de l'estomac. Et si ces acidités sont plus importantes, elles vont maintenant agresser la muqueuse de l'estomac. D'où les brûlures d'estomac. Et les brûlures qui peuvent aller vers l'ulcère. Et comment éviter ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Mais il faut déjà écarter tout aliment qui est agressif à l'estomac, tout ce qui est acidité, tout ce qui est en médicaments oui, mais écartons les médicaments. Ouais. Au niveau des aliments, qu'est-ce qu'il faut écarter? Il faut écarter les crudités, il faut écarter les épices, il faut écarter les repas aussi. Les crudités, quoi par exemple? Les crudités, c'est... les fruits de mer. Les fruits non mûrs, les mangues. Les mangues. Les mangues non mûres, oui. Voilà. Il faut éviter les citrons. Ça peut agresser la muqueuse de l'estomac. Voilà. Il faut écarter tout ça. Il y en a qui prennent ça pour le régime, hein, le citron, pour maigrir. Oui, mais il faut savoir un peu comment c'est dangereux. Mais non, mais ils ne savent pas. Ils savent pas, ils savent pas. Comment se porte votre estomac? S'il peut supporter, c'est bien. Mais sinon, si vous avez déjà des problèmes, vous avez des antécédents de maladies d'estomac, il faut les éviter. Ah oui, donc les fruits non mûrs, les citrons, tout ça, il faut faire attention. Et même certains qui prennent des salades vinaigrettes, trop vinaigrées, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Ok. Il faut faire attention. L'inflammation de la muqueuse gastro-intestinale, c'est dû à quoi? Toujours l'alimentation? Toujours les mêmes choses? Ce sont les mêmes facteurs. Voilà. Salade avec excès de vinaigrette. Ce sont les apports extérieurs qui viennent agresser les facteurs de protection de notre tube digestif. Donc, depuis même l'œsophage jusqu'à l'anus, nous avons une couche de protection. Les apports extérieurs viennent comme pour agresser. Oui. Voilà. Ça peut se passer au niveau de l'œsophage, ça peut se passer au niveau gastrique ou duodénal, pas au niveau du côlon et du rectum. Ça peut arriver. Docteur, quand parle-t-on de diarrhée? Parce que c'est vous aussi tout ça. Quand parle-t-on de diarrhée? Bon, on parle de diarrhée quand le sujet fait une émission de plus de 3 selles. Plus de 3 selles par jour. Voilà. Lorsqu'il fait une émission de plus de 3 selles par jour, il rentre dans la définition de la diarrhée. Voilà, il y a des selles liquides abondantes. Des selles liquides abondantes. Et il rentre dans la définition de la diarrhée. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Quand parle-t-on de constipation? Oui, nous avons dit que la constipation était cette émission de selles rares. C'est-à-dire qu'un sujet qui fait moins de 3 selles, sinon 3 selles par semaine, il rentre dans la définition d'une constipation. Oui, mais donc, lui, il fait 3 selles, il fait 3 selles par semaine, mais des selles normales. C'est pas il n'est pas constipé, mais il ne va pas régulièrement. Mais il n'est pas la constipation, mais il y a des selles dures aussi. Oui, des selles dures. C'est l'émission des selles dures. Comme on le dit, moins de 3 selles dans la semaine, c'est très dur, difficile à déféquer. C'est ça qui fait la définition de la constipation. Ce sont des selles dures. Des selles dures, oncibales, et qui nécessitent un effort de défécation et qui sort après un effort de défécation. Ça, il est constipé. Ouais, ça, il faut, quand c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut consulter. Il faut consulter. La dyspepsie fonctionnelle, c'est quoi, docteur? C'est l'ensemble des malaises que le sujet ressent après avoir mangé, en un mot, après un repas. Voilà, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par des ballonnements, par des douleurs, par l'association de plénitude. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il a mangé, mais il ne se sent pas bien. Voilà. Il n'est pas à l'aise, il a l'impression que la nourriture est suspendue. Il a des remontées. Qu'il a des remontées acides, qu'il a des renvois de gaz par la bouche. Voilà. C'est un ensemble de troubles, ce qu'on appelle les dyspepsies fonctionnelles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le médecin me recommande quoi? Mais il faut voir, il faut consulter et le médecin va essayer de vous donner un régime alimentaire qu'il faut respecter. Il faut disposer du temps nécessaire de la digestion. C'est toujours ça en fait. Voilà, il faut prendre le temps de digérer, voilà, il faut prendre le temps de mâcher sa viande, sinon ça... Ça donnera ces troubles. Voilà. Ça donnera... C'est un trouble. Oui, c'est un trouble. C'est un trouble. Là, c'est au niveau
gastrique. Donc, on est au niveau de l'estomac. On n'est plus au niveau de l'intestin, comme dans la colopathie fonctionnelle. Là, c'est l'estomac. Là, carrément, c'est l'estomac. Voilà. Et le rôle de l'estomac, c'est... bien broyer. C'est bien broyer. Les aliments. Voilà. Et quand il n'arrive pas à bien broyer, ben, ça donne cet effet-là. Voilà, c'est ça. Parce que vous n'avez pas bien respecté le temps de la mastication. Voilà. Vous n'avez pas suffisamment consommé de l'eau, donc la mastication n'a pas été complète. Vous avez avalé des gros morceaux, vous avez mangé dans la précipitation, tout ça, ça peut vous donner. On recommande souvent le gombo. Le gombo pour... Parce qu'il fait partie des fibres alimentaires, donc c'est en fait un légume. C'est un légume, tout simplement. Pour les personnes qui sont souvent constipées, voilà. vous leur recommandez de consommer des fibres alimentaires, c'est-à-dire des légumes, des fruits, de jus de fruits, du gombo, et ça fait partie. Le gombo, de boire beaucoup d'eau. C'est quoi le gombo en lingala? Dongo dongo. Donc il faut manger beaucoup de dongo dongo. Il faut mettre du dongo dongo dans la nourriture, voilà, pour faciliter l'évacuation des selles. Hein. Oui, ça contribue là. Oui. Donc tout part du haut, donc de la bouche. Et ça finit en bas. Ça finit en bas. Voilà. Parce que c'est un canal par lequel passe tout ce que nous avons broyé. Ça arrive au niveau donc il faut manger beaucoup de gombo. C'est un légume. Mais il paraît que ça ramollit les hommes. Bon, c'est pas prouvé hein, scientifiquement. Ah bon, pas lu, mais vous n'avez jamais entendu parler de ça oui. Que c'est pas savez, très conseillé. Mon mari, je n'aime pas préparer du gombo à mon mari parce que bon, ça se dit à gauche, à droite, mais scientifiquement, on n'a pas vu ça dans un bouquin où on dit bon, le gombo est responsable. On le prend comme une fibre alimentaire. Mais voilà. Mais ça aide bien dans la digestion, mais ce côté-là, c'est pas prouvé, donc voilà. On peut demander aux hommes de manger beaucoup de gombo. Que c'est sans risque, hein. Bon, il faut prendre l'engagement, docteur, ce soir. Hein. Je sais que sur le plan digestif, ça a un intérêt. Voilà. Mais ça, il faut peut-être appeler ceux qui ont fait sexologie, de venir nous démontrer vraiment est-ce qu'il y a-t-il une relation entre le gombo et le dysfonctionnement érectile, par exemple. Ça, je ne peux pas vous le dire. Donc il faut manger du gombo. Oui, ça fait partie des légumes, hein, comme des autres légumes, quoi. Voilà. Il faut manger du gombo. Les effets secondaires, ça... c'est pas notre problème. Nous, on recommande aux gens de manger du gombo. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a un internaute qui dit, docteur, moi j'ai un problème avec ma flore intestinale. Que dois-je faire? Cette flore intestinale dont il est en train de parler, mais il fait juste allusion aux troubles fonctionnels du côlon. Donc il est dans une colopathie fonctionnelle. C'est tout simplement ça. Parce que c'est l'ensemble des désordres qui se créent au niveau de l'intestin, du gros intestin, qui explique ce déséquilibre de la flore intestinale. Puisque c'est quand même un four dans lequel le côlon a un rôle important à jouer. Hein. Il fait la progression, il fait l'évacuation. C'est un organe intermédiaire, c'est lui qui prend... Entre l'intérieur et la partie intracellulaire, donc il fait des échanges à l'intérieur. Donc il y a tout un mécanisme qui se passe à l'intérieur. Donc tout ça, quand c'est perturbé, il peut aussi constater que... mais ce n'est pas facile pour ce patient de dire qu'il a sa flore qui est perturbée. Mais il peut au moins expliquer ça par des signes de colopathie fonctionnelle. Il peut se dire que j'ai mal, j'ai des ballonnements et tout. Mais dire directement que c'est la flore intestinale qui est en train de faire. Non, mais d'après le médecin... C'est une expression qu'il a copiée peut-être comme ça. Oui, non, enfin, c'est peut-être le diagnostic du médecin, de son médecin, de son gastro. Et il dit, vous avez un problème avec votre flore intestinale. Ce n'est pas une expression vraiment consacrée. Bon, c'est peut-être entre guillemets, hein, il faut mettre ça entre guillemets. L'expression consacrée, c'est il a un problème avec son côlon. Voilà, c'est mieux de dire comme ça. Il a un problème avec son côlon. Voilà. Avec son côlon. Parce qu'il a pris peut-être trop d'alcool ou peut-être il a... Il y a des facteurs extérieurs, il y a le côlon lui-même qui a pris une faiblesse dans le fonctionnement. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. C'est un peu ça. On ne peut pas directement incriminer juste la flore. Généralement, ça c'est un peu, comme qui dirais-je, les examens approfondis au niveau de l'intestin qui peuvent démontrer que la flore est perturbée, la flore intestinale est perturbée. Hein, ce que nous appelons les examens anatomopathologiques lorsqu'on fait des prélèvements. On fait des biopsies lorsqu'on fait des biopsies, et puis on peut le dire. Mais ce n'est pas une expression
où un malade peut venir en consultation dire « je viens vous voir parce que ma flore intestinale est perturbée ». Non, cet internaute dit que lui, son médecin traitant, donc son gastro, lui a fait comprendre que sa flore intestinale est perturbée. Il vous demande conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que c'est perturbé du fait d'un fonctionnement physiologique ou bien c'est perturbé parce qu'il y a une lésion à l'intérieur, donc une lésion cancéreuse ou pas? Qu'est-ce qui a fait que ça soit perturbé? Il faut retrouver la cause. Et en fonction de la cause, on peut traiter. Mais ça arrive souvent, ça, docteur? Ça peut survenir au cours d'une colopathie fonctionnelle, ça peut survenir au cours d'un cancer du côlon, ça peut survenir au cours d'une maladie chronique inflammatoire de l'intestin, ce qu'on appelle les maladies de Crohn ou les maladies pour lesquelles on fait des diagnostics différentiels avec les hémorroïdes, surtout quand on saigne. Il y a aussi les maladies inflammatoires de la muqueuse du côlon. Et donc tout ça, c'est des examens approfondis qui vont essayer de différencier les étiologies les unes des autres, pour savoir la cause de la perturbation de la flore intestinale. Donc directement comme ça, on ne peut pas lui proposer un traitement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que les explorations qu'on a fait ont montré. Docteur, c'est quoi la transplantation hépatique? Bon, la transplantation hépatique, c'est un acte chirurgical qui consiste à enlever le foie malade et à remplacer par un foie sain. Et ça, la transplantation hépatique. Voilà. C'est pratiqué chez nous? Non, c'est pas pratiqué chez nous. Ouais, parce que nous, on n'a pas de système de donneurs de foie. Pour pratiquer, il faut avoir des foies sains en réserve pour lesquels on peut donner à ceux qui sont malades. C'est un organe unique, on peut pas. Il y a des dents aussi Mais c'est ça qui n'existe pas. Ailleurs, il y a des dents. Ailleurs. Enfin, on les prélève sur les... On prélève sur les victimes, les victimes des accidents de la voie publique, par exemple. Et pour ceux qui ont également prescrit des testaments selon lesquels, une fois que je suis plus en vie, vous pouvez récupérer mes organes. Mais là aussi, il y a toujours des examens préalables qui se font avant de transplanter. Et il faut qu'il y ait compatibilité. Il faut qu'il y ait compatibilité, sinon on ne peut pas faire une transplantation hépatique. Alors, votre dernier mot, s'il y a un conseil à donner aux téléspectateurs, justement, sur les maladies gastro-intestinales? Si un conseil, c'est que c'est toujours bien de savoir que lorsqu'on a une plainte, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'avoir une hygiène alimentaire qui est simple, qui est souple, qui est facile, pour ne pas trop avoir des problèmes digestifs. Pas trop de viande. Pas trop de viande alors? Pas trop de viande, plus de poissons, des légumes et des fruits. De l'eau suffisamment. Il faut bien mastiquer ces aliments pour ne pas trop avoir des problèmes digestifs. C'est déjà ça. Écarter tout ce qui est acidité, tout ce qui peut agresser la muqueuse de l'estomac. C'est toujours bien. Et voilà, c'est un peu ça quoi, sur la qualité. Et le reste, s'il y a un petit souci, c'est mieux de consulter le gastroentérologue. D'accord, que vous êtes. Voilà. Okay. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée aux pathologies liées au tractus gastro-intestinal. Merci à vous tous de répondre toujours présents à notre rendez-vous hebdomadaire. Merci, docteur, pour votre disponibilité et surtout pour votre patience. Notre pensée du jour est un proverbe français. Qui a santé, il a tout. Qui n'a santé, il n'a rien. Prenez bien soin de vous, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au revoir, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.